Bon, alors bonjour à tous, moi c'est Johan Giraud, je suis le directeur général de la société Provencher. Ça fait 2 ans que je suis présent, que je suis en place. Et donc, je suis très heureux de vous rencontrer, là. Je connais quelques personnes, mais vraiment pas la majorité, là. Donc, puis avec moi, on a Aurore Becker qui travaille à la société. Bonjour. Oui, moi je suis chargée de projet à la Société Provencher depuis un petit peu plus d'un an, sur des projets éducatifs et j'ai également rejoint l'équipe du Naturaliste canadien. Je travaille avec Denise en tant que coordonnatrice de production de la revue. Alors, on a également dans l'équipe Caroline Daguet. Bonsoir, Caroline Daguet, je suis membre du bureau de direction du Naturaliste canadien, puis j'étais sur le comité de campagne. Bonsoir à tous. Voilà. Puis enfin, on a Denise Toussignan. Oui, alors bonsoir tout le monde. Mon nom est Denise Tousignan. Euh, Est-ce que vous me voyez parce que ça n'a pas changé Oui. d'affichage? OK. Alors oui, je suis éditrice scientifique et rédactrice en chef du Naturaliste canadien. Il me fait très plaisir d'être ici ce soir avec vous. Alors voilà, c'est notre équipe ce soir qui allons vous organiser ce petit webinaire. Alors, c'est une première pour nous. Alors, on espère qu'il n'y aura pas de bug technique. Alors, la rencontre de ce soir est enregistrée. Ça va nous permettre d'utiliser ce petit vidéo pour ensuite le mettre sur la page de la campagne, là. Donc voilà, soyez-en avertis. Euh, ben, tout d'abord, je voulais vous dire bienvenue à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire là. C'est vraiment une première, comme je le disais tout à l'heure, une première au niveau de la campagne annuelle du Naturaliste canadien. Et puis, c'est également une première pour ce webinaire de lancement, là, étant donné que le Naturaliste canadien est suivi un peu partout au Québec, un événement en ligne, on se disait que c'était ce qu'il y avait de plus pertinent pour essayer de rejoindre un maximum de personnes. Alors, bien qu'on serait très heureux de vous voir en personne aussi, évidemment. Alors, voilà, je suis assez fier de vous accueillir dans ce webinaire pour vous présenter donc le naturaliste avec Denise qui va faire la présentation de l'historique, des enjeux actuels et tout. Et puis, je suis fier aussi de vous montrer qu'on est dynamique à la Société Provencher, qu'on est actuellement en plein développement au niveau de cette revue-là. Et donc, on a commencé en fait la campagne il y a quelques semaines. On a fait une pré-campagne auprès des gens qui sont plus proches de la revue, c'est-à-dire les auteurs là, qui ont l'habitude d'écrire dans la revue, on va dire les amis du naturaliste canadien. Et donc, on les a incités à participer avant le lancement officiel, on les a incités à participer à, à donner pour lancer la campagne avant le lancement officiel finalement. Et puis voilà, donc on s'était donné un objectif, on s'est donné un objectif pour cette campagne d'environ 30 000 dollars. En tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est donné. Là, on s'est dit c'est ambitieux pour une première campagne, mais voilà, on veut être ambitieux puis on veut faire des grandes choses avec ça. Et en fait, cette pré-campagne, ben, c'est ça, ça a un peu dépassé nos attentes parce qu'on est déjà rendu à 23 560 dollars d'accumulé. Donc, voilà, donc on a notamment des donateurs majeurs qui ont participé, là, qui sont ici présents ce soir. Donc, on fera tout à l'heure un peu un tour de table là, des différentes personnes qui vont prendre la parole. Mais donc voilà, on est vraiment très heureux, là. C'est un départ fulgurant. Donc finalement, on se dit que l'objectif de 30 000 dollars, ben, on va essayer de le dépasser, hein, parce que là, on se donne 2 mois pour cette campagne-là, jusqu'à la mi-juin environ. Donc voilà, et vous inquiétez pas, tout l'argent qui va être ramassé va être bien utilisé, là. On s'est fixé 30 000 dollars, mais disons que si on arrive à 40 ou 50, il n'y a pas de problème. On va trouver comment l'utiliser. On va vous présenter ça tout à l'heure. Alors pour commencer, donc en fait, comment ça va se passer la soirée, c'est que euh, Denise va commencer par présenter, donc, comme je disais, l'historique, les enjeux et tout ça de la revue. Vous présenter vraiment, faire un bon portrait de la revue en 15-20 minutes. Ensuite, je vous présenterai, moi, la campagne en tant que telle, en montrant la page de la campagne de cette année avec les objectifs qu'on s'est donnés.
Et par la suite, je donnerai la parole à quelques ambassadrices, ambassadeurs qui sont présents ici ce soir, qui ont décidé de vraiment s'engager dans cette campagne-là en donnant leur voix à la campagne. Et donc, voilà, donc ils vont parler quelques minutes pour dire un peu leur expérience et leur attachement à la revue. Et voilà, puis donc à la toute fin, il y aura une petite période de questions qui sera réservée à ce moment-là. Donc le tout devrait durer 45 minutes à 1 heure. Là. Donc voilà. Alors, Denis, si tu veux commencer, je te laisserai la parole. D'accord. Ma présentation devrait maintenant être visible. Oh, les petits barbeaux de tout à l'heure sont encore là. Ça, c'était un test. Bon. Alors, est-ce que tout le monde voit la diapositive titre? Oui. Quelqu'un peut me confirmer ça? D'accord. Alors, bonsoir tout le monde. Oui, merci beaucoup pour votre présence. Je suis très heureuse de pouvoir venir vous présenter la revue du naturaliste canadien. Pour ceux qui la connaissent peu ou pour ceux qui, à titre de rappel, je vais vous dire que le Naturaliste est une revue de diffusion de connaissances, donc une revue savante dans le domaine des sciences naturelles et de l'environnement. Puis on publie en français des articles qui portent sur des sujets nord-américains. C'est une revue qui a un long historique, qui a été fondée en 1868 par l'abbé Léon Provencher, ce qui fait de nous la plus ancienne revue francophone en sciences naturelles en Amérique du Nord. Donc, on est bien fiers de toute cette continuité-là. On publie des articles scientifiques avec révision par les pairs en simple aveugle, c'est-à-dire que les réviseurs experts sont anonymes. Donc, c'est des articles scientifiques, des notes, des fois des revues de littérature dans toutes les disciplines de sciences naturelles. J'en ai énuméré là, sur la diapo, là, botanique, entomologie, ornithologie, mycologie, tout dépend des sujets là, qui nous sont soumis par les auteurs. On publie des articles en français. C'est aussi une de nos caractéristiques très distinctives. Par contre, depuis quelque temps, le titre, le résumé et les mots-clés sont également publiés en ligne en anglais dans la version web des articles, ce qui augmente leur visibilité. Puis à l'occasion, on produit des numéros thématiques, parfois associés à un colloque ou à un événement spécial qui rassemble une brochette d'articles sur un thème commun. On a aussi certains articles, certaines rubriques qui ne sont pas révisées par les pairs, des fois des hommages à des grands scientifiques du Québec, des recensions de livres ou des éditoriaux et des articles du genre. Donc, ça nous fait 158 années d'histoire. Je vais essayer de vous résumer ça très rapidement, très succinctement. On a eu les jalons principaux qu'on a eus. La fondation, évidemment, par l'abbé Léon Provencher de la revue en 1868. Ensuite, après son décès, c'est le chanoine Victor-Alphonse Huard qui a pris le relais. Et par la suite, après le décès du chanoine Huard, la revue a été parrainée, chapeautée par l'Université Laval pendant plusieurs décennies. Au début des années 90, il y a eu un certain ralentissement des activités et en 95, c'est la Société Provencher qui a pris le relais pour héberger et diriger la revue. En 2012, pendant tout ce temps-là, jusqu'en 2012, la revue a été publiée évidemment en format papier, imprimé et posté aux abonnés. À partir de 2012, s'est ajoutée une diffusion électronique sur le portail Érudit, qui est un portail un consortium universitaire de diffusion de la connaissance pour plusieurs revues, plusieurs centaines de revues francophones et anglophones au Québec. Et en 2020, la revue du naturaliste canadien a continué son évolution pour devenir un document 100% numérique. On a abandonné l'impression papier. Puis, toute la diffusion se fait maintenant par Internet. En 2022, on a pu commencer un gros projet de mise en valeur des anciens numéros en numérisant tous les anciens numéros jusqu'en 1868 sous forme d'un PDF global de chacun des numéros, mais ça permet quand même d'aller fouiller beaucoup plus facilement qu'auparavant dans
le riche historique de notre revue. Donc, la revue, actuellement, produit 2 numéros par année, chacun habituellement diffusé en 2 tranches distinctes. C'est une revue qui fonctionne sous abonnement, donc payant. Par contre, pour laquelle on accorde un libre accès global au bout de 12 mois. Ça veut dire que les abonnés seuls ont actuellement accès au contenu pendant les 12 premiers mois, mais au bout d'1 an, le contenu devient disponible à tous gratuitement. Donc, on est diffusé, comme je l'ai dit, de façon électronique. Ouf, un S de trop, je suis désolée. Diffusion électronique sur Érudit depuis 2012, à l'adresse qui est indiquée là. Vous pouvez chercher là, Érudit naturaliste canadien, vous allez le trouver facilement. Puis, les numéros antérieurs à 2012 sont également disponibles. Les fameux PDF sont sur le site de la Société Provencher en accès libre. Par contre, ils ne sont pas indexés, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement, si on ne connaît pas le contenu de chacun des numéros, c'est encore, il faut aller fouiller à la main pour trouver l'article en particulier qui nous intéresse. Nos auteurs qui contribuent à nos articles, une revue savante, c'est souvent principalement des chercheurs qui vont publier dans nos pages. On a quand même une particularité, c'est à peu près seulement 40% des articles qui proviennent d'auteurs universitaires exclusivement. On a beaucoup d'auteurs qui proviennent du gouvernement ou d'autres organismes non gouvernementaux, des associations, des organismes de conservation, etc. Puis on a aussi une petite portion d'auteurs qui écrivent à titre personnel, qui écrivent de façon privée parce qu'ils ont fait des découvertes en mode autonome de leur propre chef. Puis ça c'est une catégorie d'auteurs qu'on aime beaucoup mettre en valeur parce que c'est vraiment un gage de leur passion et de leur rigueur scientifique d'arriver à publier un article scientifique à titre personnel. Nos abonnés, donc actuellement, les abonnés payants au Naturaliste canadien, il y a près de 500 abonnés individuels, c'est-à-dire des membres qui sont membres de la Société Provencher, mais on a également 162 abonnés institutionnels, c'est-à-dire des bibliothèques de cégep, d'universités, de cégep ou d'autres organisations, principalement au Canada, mais aussi ailleurs dans la francophonie et même ailleurs dans le monde. Notre lectorat est beaucoup plus large que seulement les abonnés, par contre. Le nombre de PDF qui sont des articles qui sont téléchargés sur Érudit, il augmente sans cesse. En 2025, on était rendu à plus de 67 000 PDF individuels qui ont été téléchargés par des lecteurs. Et c'est un lectorat qui vient d'un peu partout dans le monde, principalement d'Amérique du Nord, majoritairement d'Amérique du Nord, mais on a des lecteurs d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Océanie même. Donc, on voit que le rayonnement de la revue est vraiment très grand. Ça, c'était pour la revue elle-même. Maintenant, notre équipe. On a une équipe qui est très diversifiée, qui est composée vraiment de passionnés. Depuis que la Société Provencher a pris la revue en charge, il y a un bureau de direction qui comprend 6 à 8 membres, y compris un rédacteur en chef. En 2013, on a mis en place également une équipe éditoriale, c'est-à-dire des spécialistes, une dizaine de spécialistes dans les principaux domaines d'activité, dans les principales sciences pour lesquelles on reçoit des manuscrits. Donc, ce sont eux à qui on confie les manuscrits pour qu'ils sollicitent les experts dans leur discipline, puis pour faire l'évaluation critique de la qualité du contenu qui leur est confié. Moi-même, je suis arrivée comme rédactrice en chef en 2016. Puis, à ce moment-là, on a élargi l'équipe aussi pour inclure des bénévoles qui font de la vérification technique ou de la révision linguistique ou de la correction des épreuves pour élargir la brochette de collaborateurs à la revue. En 2020, on s'est adjoint 2 rédacteurs en chef adjoints. Là, avec mon affichage, je ne vois pas s'ils sont présents. Il s'agit de Claude Sanson et de Martin Lavoie.
maintenant, ce sont eux qui vont à qui on confie les manuscrits en première lecture. Ah, Claude Sanson dit qu'il est là. Alors, bonjour Claude. Donc, des rédacteurs en chef adjoints qui prennent en charge l'évaluation par les pairs et qui collaborent avec les rédacteurs spécialisés dans chacune des disciplines, les rédacteurs adjoints. Ça fait facilement plus de 650 heures de bénévolat, de travail là, qui se fait par année pour produire les 2 numéros qu'on fait à chaque année au Naturaliste canadien. On a quand même maintenant la chance d'avoir un peu d'aide de la part de personnes très dévouées à temps partiel dont le travail est rémunéré. Il y a une secrétaire de rédaction, puis Hélène Lahaise, et je crois qu'elle est ici, je l'ai entendue tout à l'heure. Puis on a Aurore Becker, que vous avez vu tout à l'heure, qui est coordonnatrice à la production. Les défis et les enjeux pour lesquels auxquels on fait face en tant que revue un petit peu particulière, et ça va mettre la table pour ce dont on va parler en termes de campagne de financement. Je vous en présente 4 grandes catégories. Un défi qui concerne l'attraction d'auteurs pour maximiser la crédibilité scientifique et l'attractivité de la revue. Un défi pour le lectorat. On cherche à maximiser le rayonnement de la revue et par extension le rayonnement de la Société Provencher, bien entendu. On veut parler du modèle de la revue et de son financement parce que le gros projet que nous avons, c'est de passer dès que possible au libre accès immédiat, c'est-à-dire un libre accès diamant. Je vais vous en parler davantage dans les prochaines diapos. Puis, on souhaite également consolider, professionnaliser l'équipe, former une relève. Donc, le premier défi, celui des auteurs, pour que la revue fonctionne, ça prend des manuscrits de qualité. Donc, ça prend des auteurs qui croient en la revue, qui voient une avenue intéressante pour diffuser leur projet de recherche. Pour que des chercheurs décident de confier un manuscrit, soumettre un manuscrit à notre revue, il faut qu'on soit capable de faire foi des meilleures pratiques éditoriales en termes d'éthique, en termes de rigueur scientifique pour bien mettre en valeur leurs travaux, pour que le processus de révision par les pairs soit vraiment un gage de qualité. Tout ça, ça doit se faire dans un contexte de changement rapide. Il y a beaucoup de bouleversements avec les outils d'édition électronique, avec les modes de diffusion en ligne, avec l'intelligence artificielle qui arrive, etc. On a un défi aussi de trouver des réviseurs en français pour des articles en français. On ne se le cachera pas, la publication savante est magnifiquement dominée par la langue en anglais. Donc, il y a beaucoup plus de revues et il y a beaucoup plus de réviseurs avec qui c'est facile de communiquer en anglais. La publication en français n'a pas toujours la cote auprès de certains domaines de recherche. Nous, on souhaite promouvoir et valoriser la science en français. On y croit. On sait qu'il y a des résultats qui gagnent à être diffusés dans la langue associée à un territoire, comme on s'intéresse au sujet nord-américain et principalement québécois, on tient à mettre en valeur la langue française pour ça. C'est ça. Puis on peut aussi se faire connaître, il faut constamment donc se faire connaître également pour des nouveaux auteurs, peut-être dans des générations montantes d'étudiants ou de chercheurs. Pour notre lectorat, évidemment, un coup qu'on a des articles, on veut les faire lire, donc on souhaite poursuivre la promotion des numéros courants, mais on aurait besoin de doter la revue de son propre site web. On est présent dans le site d'Érudit, on est présent actuellement dans le site de la Société Provencher, mais pour que la revue puisse rayonner au maximum, on souhaiterait que la revue ait son propre site web. Puis, on souhaite également mettre en valeur les numéros anciens qui ont été archivés, les archives qui ont été numérisées, mais qui ne sont pas encore indexées. Ça serait un projet d'envergure en plusieurs phases, mais qui accroîtrait beaucoup le rayonnement, parce que ce sont des articles qui sont encore lus. C'est étonnant de voir pendant combien de temps les articles PDF sont consultés là, pour le contenu qui est déjà en ligne.
Le gros défi sur lequel on planche et pour lequel on souhaite parler avec vous aujourd'hui, c'est le passage au libre accès diamant. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons un modèle actuellement sous abonnement, mais les courants de fonds à l'échelle mondiale vont en faveur d'un passage au libre accès. La science ouverte, c'est un nouveau paradigme à l'échelle internationale. Les organismes qui subventionnent la recherche, les organismes publics qui subventionnent la recherche, demandent de plus en plus aux chercheurs de diffuser dans des canaux, dans des revues qui sont en libre accès pour que la recherche financée par le public soit accessible au public. Donc ça, c'est un modèle qui demande de rendre accessible sans frais ni embargo les articles pour les lecteurs. Actuellement, les fonds de recherche du Québec et le CRSNG, le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie, qui financent des travaux de recherche, ont cette exigence-là pour les auteurs universitaires. Mais on souhaite aussi que nos articles soient publiés sans frais pour les auteurs. Il y a beaucoup de revues en libre accès or qui vont demander des centaines et souvent plusieurs milliers de dollars aux auteurs pour publier leurs articles en libre accès. Nous, on souhaite rester accessible pour toutes les catégories d'auteurs, y compris ceux qui ne sont pas forcément du milieu, qui n'ont pas forcément de subvention de recherche. Comme je vous ai montré, c'est quand même une bonne partie de nos auteurs. Donc, on souhaite adopter le modèle de libre accès Diamant, par lequel la revue est financée autrement que par les abonnements et autrement que par les frais de publication aux auteurs. Ce passage-là, par contre, ferait en sorte qu'on se prive des redevances d'abonnement institutionnelles qu'on reçoit actuellement. Les sources de financement qui peuvent nous aider dans tout ça, par l'entremise d'érudits, on reçoit un certain montant par ce qui s'appelle le partenariat pour le libre accès. C'est un fonds constitué par des contributions de bibliothèques et d'universités pour soutenir les revues en libre accès, mais ça ne remplacerait qu'en partie les redevances d'abonnement que nous recevons actuellement. Il y a la possibilité de subvention. On a reçu une subvention, on a fait les démarches et reçu une subvention de Patrimoine Canada pour l'aide aux éditeurs de quelques milliers de dollars. Par contre, les montants plus substantiels qui pourraient être offerts à d'autres revues, par l'entremise notamment du Fonds de recherche du Québec, FRQ, actuellement, la revue, le naturaliste canadien n'entre pas dans les cases. Les subventions aux revues sont accordées à des revues qui relèvent des universités et pour lesquelles le rédacteur en chef est un professeur d'université. Pour nous, ça fait deux prises parce qu'on relève d'une société savante et moi, je suis éditrice scientifique, mais employée au gouvernement. Je ne travaille pas dans une université. Puis les sources de revenus complémentaires vers lesquelles il faut se tourner, publicité, on a quand même quelques partenaires de longue date qui font des annonces, on met des petites publicités à la fin de nos articles, mais on a donc, ce soir, on se parle d'une campagne de financement. Et finalement, le petit défi supplémentaire qu'on a toujours en arrière-plan, c'est celui de professionnaliser l'équipe. On a déjà la coordonnatrice, le secrétaire, mais on veut également consolider leur poste, puis on voudrait également, on doit travailler à former une relève, réduire la vulnérabilité des postes clés, alléger la tâche peut-être des bénévoles actuels, surtout si on attire de plus en plus d'articles. Donc, ça fait partie aussi de nos préoccupations. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute, votre soutien. Je vais passer le micro à Johan pour la suite des choses. Eh bien, merci Denise pour cette belle présentation. Je pense que ça met bien la table là, pour la suite. Donc, vous avez vu, on a une belle revue qui a un certain âge. Là. On peut dire que c'est un joyau patrimonial et scientifique là, au Québec qui apporte énormément pour la protection de la biodiversité.
Donc, elle mérite qu'on la soutienne, c'est certain. Et en plus, on voit qu'elle est en plein boom, là. Tu sais, on voit la courbe qui explose au niveau des téléchargements, et ce, au niveau mondial, là. Même si c'est une revue qui est en français, bon, ça fait quelques années, je crois, en tout cas, tu me corrigeras, Denise, mais qu'il y a les articles qui sont traduits en anglais. Donc ça Non, amène, je pense, seulement les résumés. Le titre, les c'est résumés, c'est résumer ce que les je voulais mots-clés. dire. Oui, les résumés, c'est ça. Excuse-moi, Yoann, est-ce que ma présentation, j'essaie d'arrêter le partage, est-ce que vous la voyez encore ou c'est... On la voit encore, oui. Vous la voyez encore, c'est ça, j'essaie d'arrêter, Ouais. puis ça veut... C'est bon. Ah, là, tu l'as remis. Non, c'est ça, là, Ça elle avait, revient, mais je veux l'arrêter complètement. ça avait fonctionné pendant une demi-seconde. Ouais, je suis désolée. En tout cas, c'est ça. Donc, on a quand même les résumés puis les mots-clés en anglais, donc ce qui permet d'avoir une visibilité. Puis maintenant, c'est quand même le fait d'avoir l'intelligence artificielle qui permet de traduire à peu près n'importe quoi quand même correctement maintenant. Ben, je pense que même des gens qui sont juste anglophones peuvent trouver l'article en français et arriver à le traduire une fois qu'ils ont trouvé les mots-clés. Donc, à la limite, même la langue en français, en tout cas de mon point de vue, là, c'est peut-être optimiste, là, mais je trouve que c'est moins un enjeu que peut-être que ça l'était avant. Donc, on peut d'autant plus être fier de rester en français. Donc, donc voilà, puis comme vous l'avez vu, ben, c'est ça, la revue elle repose sur énormément d'heures de bénévolat. On parle de 650 heures, là, mais moi, je pense qu'il y a même des années où c'est allé jusqu'à 1000 heures de bénévolat, là, si on retombe dans les rapports annuels précédents. Donc, imaginez depuis 30 ans, plus de 30 ans, là, que la Société Provencher gère la revue. Et si on fait une moyenne entre 650 et 1000 heures par année, là, ça représente, mettons, entre 20 et 30 000 heures là, total là, qui ont été mis dans cette revue-là. Tu sais, si on pourrait dire que si on n'avait pas eu tout cet effort-là de passionner, là, la revue, probablement qu'elle n'existerait plus là, aujourd'hui. Là. Donc, tu sais, moi, je veux vraiment lever mon chapeau là, à toutes ces personnes-là parce que pour moi, c'est exceptionnel ce dévouement là, pour cette revue. Donc, pour, pour la suite, je vais vous présenter donc la page de la campagne qu'on a mis en ligne aujourd'hui. Donc en fait, voilà. Donc j'imagine que vous voyez bien mon écran. Oui, pas encore. Voilà. Donc ça, c'est la page d'accueil du site web de la société. Donc j'ai mis la campagne en première page, mais si on va faire évoluer toujours la première page, elle évolue là. Donc si vous voulez trouver facilement la campagne, vous allez dans M'impliquer, puis dans campagne annuelle 2026. Si vous allez dans faire un don ou si vous allez dans le Naturaliste canadien, vous allez retrouver le lien pour la campagne aussi là. Donc là, si on va sur la campagne annuelle. Donc, on a ici les objectifs qui sont présentés. Donc, notre objectif global, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'est fixé un objectif assez ambitieux de 30 000 $, mais que je suis pas mal certain qu'on va le déplacer et qu'on va le dépasser amplement, vu où on est rendu aujourd'hui. Mais voilà, donc un peu le slogan là, de la campagne, c'est pour que la nature ait toujours une voix savante. Donc, c'est un peu ça. Hein, l'idée, c'est plus on fait d'études sur la nature, plus on est capable de la mesurer, de voir ce qu'il y a à faire pour la protéger. C'est ça qui est essentiel. Là. Donc, ben, au début de la page, c'est une présentation générale là, de l'objectif pour améliorer donc pour répondre à l'intérêt croissant de la revue, satisfaire le lectorat, son expansion et soutenir la protection des milieux naturels et de la biodiversité. Donc, c'est une présentation plutôt générale. Donc, on explique le rayonnement qui est en forte hausse et dont on est pas mal fiers. Donc, plus de 67 000 articles téléchargés en 2025, des lecteurs qui sont répartis sur pas mal tous les continents. Alors, au niveau des objectifs de la campagne, on a 3 grands objectifs qui sont ressortis des différents défis qu'a présenté Denise. Donc, ces grands objectifs-là ont été déterminés par le bureau de direction du Naturaliste canadien. Donc, le premier objectif, c'est le passage au libre accès immédiat, comme elle disait. Donc, c'est une tendance lourde là, au niveau
des revues scientifiques. Et c'est comme une évolution normale, on va dire, là, des revues, là. Les articles doivent être disponibles tout de suite pour tout le monde, sans qu'il y ait besoin d'être abonné et puis d'attendre une année, là. Donc, c'est ce qu'on souhaite faire, et ça, ce passage-là risque de se faire dans les prochains mois, peut-être années, là. On est en train de voir aussi avec comment évoluent les aides au niveau gouvernemental pour ce passage-là, parce que c'est quand même nouveau dans le domaine, mais ça pourrait se faire d'ici 2028, on va dire quasiment assurément d'ici 2028, là, peut-être plus tôt. Donc, l'idée, c'est d'assurer un accès gratuit immédiat pour les lecteurs, avec retrait de l'exclusivité d'accès pour la première année de publication aux abonnés payants, comme c'est actuellement. Continuer à n'imposer aucun frais de publication aux auteurs et maintenir l'accessibilité à des auteurs de tous horizons, universitaires, professionnels, organismes, chercheurs, indépendants. Alors, les revues qui sont passées au passage libre accès immédiat, la moyenne de ce que me disait Denis, si je ne me trompe pas, c'est que ça a triplé leur nombre de téléchargements là, au niveau de leurs articles. Donc, c'est quand même majeur au niveau de l'impact que ça pourrait avoir sur le naturalisme canadien. Ce serait vraiment très important, là. Donc, c'est aussi ça là, qui fait que c'est un objectif qu'on souhaite avoir, qu'on souhaite atteindre. Au niveau du deuxième objectif, et c'est sûr qu'il y a un enjeu de notoriété pour le naturalisme canadien, là, et actuellement, le naturalisme canadien est présenté sur une page à l'intérieur du site web de la Société Provencher. On a également accès, comme on l'a dit, là, on a les archives, mais on n'a pas vraiment d'indexation. Puis, l'accès n'est pas direct là, au naturaliste canadien. Ça prend, il faut accéder à la Société Provencher, ensuite avoir accès aux pages du naturaliste, à la page du naturaliste. Donc, c'est sûr que je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent la revue Le Climatoscope. Moi, j'ai été voir leur site web, là, puis j'ai fait « Wow, ça, là, j'aimerais ça qu'on ait un site web de même pour le naturaliste canadien. » Ce serait un site web qui permettrait vraiment d'accueillir les auteurs. C'est quoi ça, le naturaliste canadien? Puis là, OK, ouais, là, on voit comment on pourrait... c'est qui peut publier, dans quelle section. Ça permettrait de donner beaucoup plus d'informations, de possibilités pour présenter la revue et présenter le type d'accompagnement particulier qui est offert aux naturalistes canadiens et qui est un peu, on va dire, exceptionnel, là, et d'accroître la visibilité. Donc, l'idée, c'est accroître la visibilité, la découvrabilité, le rayonnement de la revue, mieux valoriser les contenus et les découvertes scientifiques en français, puis clarifier l'identité de la revue comme une publication savante, indépendante. Donc, moi, je pense que c'est ça. Un joyau comme le naturaliste canadien mérite un site web en bonne et due forme, là. Donc, voilà. Le troisième objectif, c'est, comme on l'a dit, il y a un défi au niveau de l'équipe. Donc, permettre un appui professionnel à la rédactrice en chef et débuter une première phase d'indexation des archives. Avec ça, on se disait qu'avec un 10 000 $, on serait peut-être capable de débuter une indexation des archives et d'apporter un appui professionnel pour la prochaine année, on va dire. Donc, c'est un peu ça, là. Soutenir la coordination de la production à la revue, appuyer la transition vers le libre accès immédiat, qui va demander quand même pas mal de travail, là. Gérer plus efficacement les flux éditoriaux, améliorer la production, notamment grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, indexation en bonne et due forme d'une partie des numéros et articles historiques. Donc, la phase 1, ce serait 1995 à 2011, et diffusion sur la plateforme Érudit des archives. Alors, on s'entend que chaque dollar supplémentaire, au-delà de l'objectif de 30 000, permettrait de compléter les différents chantiers qui ont été nommés précédemment. Particulièrement l'indexation des archives antérieures à 1995. On s'entend qu'on est peut se rendre jusqu'à 1868, là. Donc, il y a quand même beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et donc, également, compléter l'appui professionnel à l'équipe, assurer donc que cet outil scientifique reste à la fine pointe là, pour les décennies à venir. Donc, voilà. Donc, vous comprendrez que la revue se trouve aujourd'hui à une étape charnière là, de son histoire, due surtout à l'évolution technologique là, des revues scientifiques
Et donc, c'est l'idée là, de la campagne, là, c'est de vraiment soutenir ce passage pour qu'elle passe vraiment on va dire à la modernité là, et aussi à la pérennité. Donc, c'est ça l'idée. Donc là, on a mis 13 560, mais c'est parce que j'ai eu l'heureuse nouvelle très récemment d'avoir un autre 10 000 qui a été, qui a été promis. Ce qui fait qu'actuellement, on peut dire qu'on est rendu à 23 560 $. Donc, on aurait déjà dépassé notre deuxième objectif. Et on s'en irait tranquillement vers le troisième objectif. Donc, c'est vraiment formidable. On est très heureux. Puis, merci aux personnes présentes, là, vraiment, là, qui ont contribué, là. Donc, il y a deux façons de contribuer. Il y a avec un formulaire de don, étant donné qu'on est un organisme de bienfaisance, vous avez un reçu d'impôt avec ça. Donc là, il suffit de cliquer sur ce lien-là, puis vous pouvez faire le don que vous souhaitez. Mettre le montant ici, puis ensuite vous rentrez dans le formulaire, c'est assez simple. Ou sinon, l'autre façon, c'est avec un tirage moitié-moitié pour les gens qui sont peut-être plus joueurs, là. Et donc là, vous avez la chance de gagner 50% du montant total qui sera amassé dans ce tirage-là. Donc, on a eu l'approbation de la régie des jeux, là. Du gouvernement et pour lancer ce boîtier-moitié-là. Et donc, le tirage officiel aura lieu pour connaître le gagnant ou la gagnante. Ce sera le 16 juin 2026 à 12h15 exactement. Donc là, vous cliquez là-dessus, puis vous vous retrouvez sur la page du tirage qui est géré par le site moitié-moitié.com. Et donc, il y a déjà une personne qui a mis 20 $. Donc, vous voyez, ça commence. Donc, vous pouvez acheter des billets et ensuite, c'est ça, pouvoir tenter votre chance pour gagner la moitié du tirage. Donc, on a eu l'idée de développer ce modèle on va dire, de campagne de financement parce qu'on est conscient que le naturaliste canadien a quand même dans le grand public un déficit de notoriété. Donc, on s'est dit peut-être qu'avec un tirage, ça va attirer peut-être plus de gens du grand public pour participer, là. Et bon, c'est une première aussi pour la Société Provencher d'organiser un tirage. Donc voilà, c'est l'occasion d'apprendre. Joanne, On verra ce que ça donne. Ouais. Joanne, on Oui. demande dans la conversation si tout le monde, y compris les collaborateurs de la revue, ont le droit de participer. Peux-tu apporter des en fait, précisions à ce on sujet-là? a... Comment? Vas-y. Peux-tu apporter des précisions, s'il te plaît? Oui, c'est ça. Donc, ce qui a été décidé, c'est qu'effectivement, pour enlever tout risque d'apparence de conflit d'intérêts, on a demandé aux personnes qui sont donc les plus proches de la revue, qui travaillent au niveau de la revue, là, donc le bureau de direction, toute l'équipe éditoriale de la revue, ainsi que le conseil d'administration et les employés de la Société Provencher, on leur a demandé de ne pas participer. Et les ambassadeurs aussi, ambassadeurs, ambassadrices là, qui donnent leur voix pour la campagne, là. On s'est dit que toutes ces personnes-là, c'est sûr que si ces personnes-là gagnaient le gros lot, ça donnerait quand même un petit... ça pourrait donner en tout cas une apparence, là. Bien que ce n'est pas nous qui gérons le tirage, là, c'est vraiment une entité indépendante, là. Mais bon, voilà, pour être vraiment certain qu'il n'y ait pas de risque d'apparence de conflit d'intérêt, comme j'expliquais, on a choisi cette règle-là, qu'on a communiquée d'ailleurs à toutes les personnes impliquées. Donc, on a différentes ambassadrices et ambassadeurs. Donc, Monique Poulain, qui est chercheuse en écologie végétale et directrice du projet RAR. Je les présente rapidement, puis après, je vais en inviter quelques-uns à prendre la parole. Donc, on a Anthony Saint-Jean, biologiste lauréat du prix Gisèle Lamoureux en 2026. Pierre Richard, académicien, paléogéographe, palynologue, professeur émérite, qui est également présent ce soir. Bruno Drolet, qui est biologiste principal spécialiste des oiseaux boréaux, Environnement et Changement climatique Canada. Jean-Claude Damour, PDG de la Fondation Faune du Québec. Michel Leboeuf, écrivain et biologiste de la conservation. Ludovic Leclerc, qui a également été lauréat du prix Gisèle Lamoureux en 2023.
Mélanie Longchamp, qui est directrice des opérations pour Canard Illimité Canada, puis Louise Gratton, qui est consultante en écologie et en conservation. Donc, on voit qu'on a des ambassadrices et des ambassadeurs qui ne sont pas seulement des chercheurs, là, qui sont des gens qui utilisent la science pour protéger là, au sein d'organismes au Québec. Donc, je trouve ça intéressant de voir que ces gens-là ont aussi une attache envers un naturaliste canadien parce qu'ils l'utilisent dans leur travail et ils voient à quel point c'est un outil qui est essentiel là, pour la protection de la biodiversité. On a également différents témoignages que vous pouvez faire défiler là. Ensuite, on a plusieurs informations sur les retombées de la revue qui sont plus d'ordre généraux. Là, donc, vous pourrez vous amuser à lire tout ça, toutes les retombées. On a également offert une opportunité de commandite pour nos partenaires. Donc, si jamais vous êtes à l'intérieur d'une organisation qui vous pensez qui serait intéressée à participer à cette campagne-là, à titre d'organisation, ben, qui me contacte, puis on peut essayer de voir comment on pourrait leur offrir une visibilité à travers cette campagne-là. Donc voilà, quelques membres de l'équipe de passionnés du naturaliste canadien. Il y a certaines photos qui ne s'affichent pas, je ne sais pas pourquoi, parce que normalement on les voit, mais en tout cas, un petit problème d'affichage apparemment. Vous voyez, vous n'êtes pas les seuls. Là. Puis il y a un petit formulaire aussi, si jamais vous voulez nous poser des questions sur la campagne, n'hésitez pas, vous pouvez remplir le formulaire ou nous écrire directement aussi. Donc, voilà, ça fait un peu le tour de la page web de la campagne. Donc là, je voudrais donner la parole à nos ambassadrices, ambassadeurs qui sont présents ce soir, à quelques-uns en tout cas, là, pas tout le monde, pour essayer de rester dans le temps. Là. Je vois qu'il est 19h48. Donc, un petit, mettons, là, quelques minutes, là, quelques mots là, pour nos ambassadrices pour dire, et ambassadeurs pour dire pourquoi ils ont choisi d'être ambassadeurs. C'est quoi qui les a motivés à soutenir cette campagne-là, finalement. Puis, c'est quoi leur attachement à la revue. Donc, je ne sais pas, Monique Poulain, j'ai vu que tu étais là, fait que je te laisserai la parole. Aurore, je ne sais pas si tu pourrais... Bonjour, m'entendez-vous? Oui. Oui, parfait. Merci, Joanne. En fait, quand Joanne m'a demandé d'être ambassadrice, j'ai accepté avec plaisir. J'étais honorée, en fait, que tu me demandes d'être ambassadrice. Je pense que la revue a vraiment son rôle à jouer au niveau scientifique au Québec. Là, quand on regarde ce qui est publié dans la revue, je pense qu'il y a vraiment une importance de la revue pour ancrer les décisions sur la gestion de notre territoire dans vraiment la science qu'on avance ici chez nous. Avant la rencontre, j'ai regardé aussi un petit peu, j'étais curieuse de voir, on dit toujours que la littérature s'accentue, de plus en plus d'articles publiés, puis j'ai fait une petite recherche depuis mes études graduées, quand j'étais étudiante à la maîtrise en 97. Le taux de publication, là, les articles scientifiques ont augmenté d'un facteur 5. J'ai une petite recherche qui serait des chiffres à valider, là, mais on avait 1,3 million d'articles en 96, on est passé à 5 millions en 2025, puis avec l'intelligence artificielle, ça va juste augmenter. Donc, je pense que c'est important de publier sur des contextes qui sont particuliers à nos problématiques chez nous, en Amérique du Nord, mais plus particulièrement au Québec, puis de publier en français pour alimenter là, le travail de nos étudiants gradués, de nos étudiants au bac gradués, puis les gestionnaires. Puis j'ai vu tantôt, j'étais contente de voir les statistiques de qui publie dans la revue. On voit qu'il y a quand même aussi beaucoup de gestionnaires, des gens des ministères qui publient dans la revue. Je pense entre autres à un article que j'ai en tête de Benoît Jobin et de Philippe Brodeur sur les changements d'occupation du sol dans la plaine inondable du lac Saint-Pierre. Ils ont publié à plusieurs reprises là-dessus. Je trouve que c'est le reflet un peu de la revue, le Naturaliste canadien, qui nous permet d'avoir vraiment d'ancrer notre perspective d'aménagement sur des données solides, mais qui sont quand même, somme toute, descriptives, puis qui sont difficiles de publier dans des revues internationales à une portée plus internationale. Si on pense au lac Saint-Pierre, c'est quand même un écosystème, c'est un peu l'Amazone du Québec, donc ça n'enlève pas l'importance de ces données-là, même s'ils sont plus locales et plus descriptives. Je pense que le rôle du naturaliste canadien s'inscrit ici. Je pense aussi à l'accessibilité de ces articles-là en français.
ça m'est arrivé souvent dans les dernières années de voir que des collègues, peut-être en dehors du monde académique, ne lisaient pas tant en anglais. Donc, je pense que c'est aussi très important ce rôle de publier en français là, pour la revue Le Naturaliste canadien. Puis vraiment, la couleur du Naturaliste canadien, c'est aussi de rassembler là, les praticiens, les gens dans les ministères, éviter que les chercheurs, on se parle dans notre chambre d'écho. C'est une revue qui rassemble autant au niveau des auteurs que des lecteurs. C'est pour ça que ça me fait plaisir d'être ici ce soir avec vous. Merci. Merci beaucoup, Monique. Donc, après, je donnerai la parole. Anthony qui a gagné, qui a eu le prix Gisèle Lamoureux. Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Super. Oui, c'est ça. Moi, je suis très d'accord avec ce qui a été dit par Monique. Le Naturaliste canadien, je trouve que c'est une revue qui a toute sa place puis qui mérite vraiment d'être valorisée. Sur une expérience un peu plus personnelle, ben c'est ça, moi j'ai publié mon premier article scientifique en tant que chercheur avec le Naturaliste canadien. Donc, c'est vraiment une revue qui a une importance pour moi. Puis, en fait, je crois bien, ça fait partie de la première littérature scientifique que j'ai consultée, en fait, quand j'ai commencé à étudier en sciences. Parce que justement, ben, c'est accessible, malgré l'embargo d'1 an. Puis, ça touche vraiment des problématiques, des découvertes qui se font au Québec. Ça fait que, dans le contexte de travaux scolaires, par exemple, ben, je suis certain que c'est abondamment consulté, même encore aujourd'hui. Puis, j'aime aussi beaucoup la pluralité de sujets qui sont abordés dans le naturalisme. Je trouve que c'est une force d'être capable justement de jongler avec plusieurs sujets, mais ça doit aussi être vraiment difficile, disons, de trouver des gens pour faire la révision adéquate, là. Donc, toute l'importance de la campagne de financement. Puis aussi, ben, mon article publié en 2024, ben, on avait des demandes particulières parce qu'on voulait que l'Atlas, finalement, un ensemble de cartes, fasse partie intégrante du corps de l'article. Puis ça, c'est quelque chose d'innovant, je trouve, qui a été rendu possible par l'équipe éditoriale. Puis ça avait vraiment été apprécié. Là, on a vraiment beaucoup aimé le produit fini. Puis le fait que cette publication-là dans Naturaliste canadien m'ait permis de remporter le prix Gisèle Lamoureux, ben moi, ce que ça me signale, c'est que c'est vraiment une revue qui fait partie des grands joueurs, puis qui est très, très pertinente, qui mérite d'être valorisée. Merci. Ça fait Pour que ceux qui- je souhaite bonne suite à cette campagne de financement qui est déjà très bien amorcée. Si vous me permettez, pour ceux qui ne connaissent pas le prix Gisèle Lamoureux, c'est un prix que les fonds de recherche du Québec octroient chaque mois pour des publications en français. Donc, c'est pour valoriser la science en français également. Donc oui, M. Saint-Jean l'a remporté en janvier 2026, je crois. C'est ça? C'est ça. Ben, merci Anthony pour ton super témoignage. Je donnerai la parole à Bruno Drolet. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment content d'être avec vous ce soir comme ambassadeur du Naturaliste canadien. J'avais préparé un petit mot que je ne vous lirai pas. En fait, je vais vous aller directement à l'anecdote que je voulais vous conter. Anthony m'a ramené exactement à l'endroit où je voulais vous amener, c'est-à-dire quand j'étais au secondaire, je participais au club des entomologistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Chicoutimi. Puis ça avait lieu à l'UQAC. Et puis je m'étais rendu d'avance, j'étais allé à la bibliothèque, puis j'avais regardé la littérature. J'avais le goût d'aller en sciences, j'avais le goût de poursuivre mes études. Et là, ben, je voyais tous les revues, je ne maîtrisais pas bien l'anglais, puis j'étais tombé sur Naturaliste canadien. Et je me souviens encore de l'émoi d'ouvrir cette revue-là, de pouvoir me plonger dans n'importe quel sujet, mais dans ma langue, d'explorer. Comme un naturaliste, dans le fond, sur papier, les résultats de recherche de gens du Québec puis du Canada francophone. Je me souviens surtout d'avoir vu que la revue provenait de 1868, de Léon Provencher. Et ça m'a ramené à l'époque victorienne, ça m'a ramené à l'époque des grands naturalistes.
ça m'a juste dit, mon Dieu, je fais partie j'ai la chance, j'ai la possibilité de faire partie de ce courant qui date même de Léon Provencher. Et ça a toujours resté en moi ce coup de foudre avec la revue, ce qui fait que depuis très longtemps, je suis donateur à la revue, même lorsque même si au début je faisais des petits dons. Et puis, c'est ce qui m'a aussi passionné à rechercher d'avoir la collection complète du naturaliste canadien à partir du volume numéro 1 que je suis allé chercher dans ma bibliothèque jusqu'à la publication récente du naturaliste canadien dans les derniers numéros publiés papier. Et ce qui fait que pendant plusieurs années, avec Denise, j'étais celui qui pouvait fournir les tirés à part de la revue qui n'était qu'en format papier. Et bon, on a travaillé avec Denise et le comité de direction à rendre accessible le naturaliste canadien. Et maintenant, bon, tout le monde peut y avoir accès. Donc, j'ai la chance d'avoir poursuivi mes études, d'être devenu un biologiste et de continuer de travailler en sciences naturelles. Et je suis vraiment fier quand Michel Crête m'a demandé de faire partie du naturaliste canadien, de son bureau de direction, de pouvoir contribuer à l'essor et à la pérennité de cette revue. Et donc, je vous invite à être généreux pour maintenir ce patrimoine vivant qu'est le naturaliste canadien. Et je terminerai en disant que tout ça, la pierre d'assise du naturaliste, c'est la passion. Léon Provencher était passionné. Il a utilisé la revue pour être en connexion avec le reste des chercheurs, pour briser l'isolement. Et encore aujourd'hui, la revue cherche à briser l'isolement du naturaliste non professionnel qui fait ses recherches chez lui et qui arrive à un point où il y a quelque chose d'intéressant à publier. Et le naturaliste a toujours été ouvert à accompagner tout le monde pour les amener jusqu'à la publication. Que se passe par la révision par les pairs, par l'équipe éditoriale. Et ça, c'est aussi une grande qualité du naturaliste, cette ouverture à donner la chance à tout le monde de pouvoir publier, mais sans altérer la qualité et sans diminuer la qualité de la publication et de la revue. Et donc, je vous invite à être généreux parce que, comme je le disais, la pierre d'assise, c'est des passionnés, ce sont des bénévoles. Et vous le savez, hein, la façon dont la courbe démographique est faite au Québec, des bénévoles, il y a beaucoup de monde actuellement, il va en avoir moins. Et le naturaliste doit passer le défi du transfert générationnel. Et c'est pour ça que si on peut appuyer l'équipe en place, le bénévolat va toujours demeurer. Si on peut venir appuyer l'équipe en place d'aide professionnelle, d'un appui professionnel, nous pensons en tout cas qu'on peut pérenniser la revue et la rendre moins vulnérable à un épuisement de la part de son équipe. Alors, je vous remercie beaucoup. Et puis, je souhaite la meilleure chance à cette campagne de fonds et je vous invite encore une fois à être généreux. Merci. Merci Bruno. Alors, je laisserai la parole maintenant. Je donnerai la parole à Pierre Richard. Oui, merci. Pour la petite histoire, je suis contemporain de André Franca, entomologue spécialiste des fourmis à l'Université du Québec à Chicoutimi, où j'ai eu mon premier travail. Et puis, je suis aussi contemporain de Gisèle Lamoureux, qui était une grande amie à moi. C'est en 1968 que j'ai publié mon premier article dans le Naturaliste canadien, un an après mon bac. Il s'agissait d'une partie de mon baccalauréat. Quelques années plus tard, en fait, en 70, 2 ans plus tard, j'ai publié un atlas pollinique pour la morphologie des grains de pollen des arbres et des principaux arbustes du Québec. Et j'ai totalisé peut-être 19 articles jusqu'en 1983. Après quoi, j'ai surtout publié en collaboration avec des collègues, donc souvent en anglais, mais pas que. L'histoire que je voudrais vous conter à propos du naturaliste canadien, et ça a été central dans ma vie, c'est que dans les années 74,
j'allais présenter directement mes articles sur l'histoire post-glaciaire de la végétation à tel endroit, à tel autre endroit au Québec. Et c'était toujours M. Wilfrid Corriveau du département de biologie qui était le rédacteur en chef. Et à ce moment-là, Wilfrid Corriveau m'a dit, peut-être un peu tanné de voir des histoires post-glaciaires à gauche, à droite, etc. Mais quand est-ce que vous allez publier des synthèses? Alors, les synthèses ont été publiées en 2020 et en 2025 dans le Naturaliste canadien, grâce au travail exemplaire de l'équipe de direction. En plus, c'est chez M. Corriveau, mais alors là, en 1971, quand je revenais de mes études doctorales en France, jeune marié, j'avais un plan d'être professeur en foresterie à l'Université Laval parce que les professeurs m'avaient demandé de me spécialiser pour devenir professeur. Alors, bon, ben moi, je n'ai pas dit non, évidemment. Et quand je suis revenu, ben, le doyen avait changé, puis j'ai été chômeur. Alors, quand je suis allé porter des articles à M. Corriveau en 1971, il m'a demandé de mes nouvelles, puis je lui ai dit que j'étais chômeur, que ça ne marchait plus d'être prof à l'Université Laval. Et alors, il m'a dit, attendez une minute, il y a quelqu'un d'autre qui attend là, à la porte. Il vient de Chicoutimi, je crois qu'ils ont besoin de personnel. Et c'était justement André Franqueur. Alors, à trois, on a discuté. Le vendredi d'après, j'étais à l'Université du Québec à Chicoutimi, toute jeune, 2 ans à peine, pour vendre ma salade. Et le soir même, j'ai été engagé. Et si je n'avais pas eu ces 5 ans à l'Université du Québec à Chicoutimi, sans doctorat, grâce à l'intervention du rédacteur en chef du Naturaliste canadien, eh bien, je n'aurais pas pu faire la même carrière parce que j'ai créé là-bas un laboratoire, un service à la recherche en analyse pollinique qui a servi des géographes, des biologistes, des archéologues, des géologues, etc. Alors voilà ma petite histoire personnelle. Vous vous doutez que mon appui au Naturaliste canadien est total. Je me suis abonné dès ma deuxième publication en 1971, enfin je ne sais plus trop quelle année là, mais quand est-ce que c'était le centenaire du Naturaliste canadien? Parce que mon article, un de mes articles a paru dans le centenaire. C'était donc en... Si c'est le centenaire chronologique, ça serait 1968, mais le volume 100 n'était peut-être pas à ce moment-là. Je ne sais pas de quel centenaire vous parlez. Il y a eu un petit déphasage à un moment donné. Quoi qu'il en soit, j'ai découvert que l'article après le mien, c'était un article de Jacques Rousseau. Et je lui ai écrit pour lui dire combien j'avais aimé son article sur la végétation du Québec Labrador, du Québec arctique. Et c'est sa veuve qui m'a répondu parce que dans l'intervalle, il était décédé. Alors, le naturaliste canadien a joué un grand rôle dans ma vie. Il en a joué récemment avec ses publications de 2020 et 2025. Et j'espère vous donner encore du matériel. Alors, bonsoir tout le monde et longue vie au naturaliste canadien. Merci beaucoup, M. Richard. La revue du centenaire a été publiée en 1968. Ah bon? Avec une belle couverture dorée. Oui, j'avais une collection comme ça que j'ai laissée au laboratoire. Elle était complète depuis 68. Moi, je n'ai pas pris les anciens numéros, mais ouais, ça aurait été trop pour moi, les anciens numéros. Mais je les ai toujours consultés. Et encore, j'attends le jour où on pourra examiner les tables des matières sur Érudit, qu'on puisse trouver un article puis le télécharger directement. Parce que les numéros anciens sont très volumineux. Et je prends les PDF et j'élimine ce qui précède et ce qui suit l'article, donc je vais avoir un PDF. Et c'est quand même un peu d'ouvrage.
En fait, ça prend une bonne demi-heure à faire ça, en général. Surtout qu'on trouve d'autres articles auxquels on n'avait pas pensé, puis alors là, hop, alors, bon. pour moi, cet objectif-là, et d'ailleurs, tous les objectifs de la campagne sont tout à fait louables. Ben, merci beaucoup, M. Richard. Merci. D'ailleurs, Pierre Richard nous a autorisé à le mentionner, donc je me permets de le dire, mais c'est un grand donateur de la campagne actuelle. Il participe beaucoup pour le montant qu'on a actuellement, là, donc un grand merci pour votre soutien. Je n'ai pas de progéniture, alors le peu de bien que j'ai va aux étudiants avec des fondations à l'Université Laval pour des bourses, pour des études à la Forêt Montmorency. À la Forêt Montmorency, j'avais 19 ans, non, 20 ans. J'ai eu 20 ans l'été où la première cohorte d'étudiants en foresterie passait l'été, tout l'été, les 3 mois, à la Forêt Montmorency. Alors pour moi, l'Université Laval, c'est vraiment une grande étape dans ma vie. Mm-hmm. Comme je me plaisais à dire à un moment donné, mes parents m'ont donné la vie et je leur en serai éternellement reconnaissant. Mais c'est à la faculté de foresterie de l'Université Laval que j'ai vraiment été mis au monde. C'est un grand problème. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour votre soutien et cette belle histoire aussi là, qui montre toute l'historique puis l'impact du naturaliste canadien dans différentes carrières à différents niveaux. Là. Puis là, Monsieur Richard, vous irez voir dans la conversation, dans le clavardage, il y a quelques commentaires là, de gens qui ont beaucoup apprécié votre intervention. Ah, ben, ils sont gentils. Habituellement, je parle trop, mais bon, je m'avais donné 3 minutes quand même. Oui, c'est ça. Il y a 5 minutes de ça, au moins. Allez. Alors, puis on a également, mais puis là, je ne sais pas. Nathalie Michaud, je ne sais pas si vous vouliez prendre la parole pour faire un petit témoignage de votre attachement à la revue. Est-ce que, soyez bien à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, ça me... Peut-être un petit mot pour dire simplement que moi, je suis une grande amoureuse du territoire grâce au fait que j'ai la famille à Trois-Pistoles du côté maternel. Et donc, je suis allée à Trois-Pistoles toute ma vie. Et puis, un jour, on a traversé à l'île aux Basques. Puis c'est par l'entremise de ces visites-là dans la nature. Évidemment, on avait un chalet qui donnait directement sur les rasades aussi. Puis après ça, ben, j'ai connu la Société Provencher. Puis de là, après ça, le naturaliste. Évidemment, je suis devenue membre. Et puis, ça m'a fait découvrir le marais Léon Provencher aussi, que je ne connaissais pas. Et depuis, évidemment, j'en parle à tout le monde. Et puis, j'espère... moi, je suis une grande admiratrice là, de tout le travail que vous faites. À tout le monde, là, que ce soit l'équipe administratrice ou bien au niveau de l'écriture. Et puis, donc, je vais essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour aider un organisme comme le vôtre. Évidemment, c'est le bouche à oreille, je pense, qui est la plus grande chose. Alors, je vais essayer de m'affairer à vous aider davantage. Ben, écoutez, en tout cas, c'est ça. Nathalie Michaud. Madame Michaud fait partie également des grandes donatrices pour notre campagne. Donc, c'est pour ça que je lui ai donné la parole. Là, mais un grand merci pour votre soutien. Puis, c'est le fun de voir toute l'historique, là, de passer par l'île aux Basques, puis ainsi de suite pour arriver au naturaliste canadien. C'est une autre porte d'entrée qui est intéressante aussi. J'ai vu qu'il y avait une main levée. Jean-Denis Brisson. Jean-Denis Brisson. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, on vous entend et on vous voit. OK, parfait, parce que j'ai un problème. OK, moi, l'intéressant, parce que j'ai une collection pas mal complète de naturalistes depuis au moins 40 ans, c'est pas plus même. Et j'ai un article à toi, j'ai envoyé à Denise. En 2013, j'ai publié 4 fois dans Naturaliste. Et je reçois ResearchGate à toutes les semaines, et puis compilation. Et on peut voir les mentions de Chine à Algérie, l'article que j'ai publié, là. Je vais essayer de revenir avec l'image. En tout cas, il y a 5 pays. Je ne vais pas mettre l'image suivante, on va dire où ça vient. C'était les premiers articles, c'était sur l'escargot de Bourgogne. Cité l'interaction parce que c'est la façon qui fait toute la famille des hélicidés au Québec. C'est un peu au Canada aussi en même temps.
Après ça, Ténébrion au Canada, un Ténébrion des écuries qui était première mention au Canada. Après ça, des articles sur les deux articles sur les araignées en même temps, mais qui sont abondamment cités parce que une araignée tropicale des ligues des Galapagos trouvait un envirotron au Québec, qui est permanent à citer depuis des années qu'elle est là. Personne ne s'est rendu compte de ça qu'on avait une nouvelle espèce au Canada. Mais c'est beaucoup cité en littérature. Puis quand je regarde les cartes, il y a l'Algérie, la Turquie, la Chine. Fait qu'il y a beaucoup de pays qui consultent ces articles-là, qui est surprenant pareil. Pour un article quand même publié au Québec. Là. Oui, oui, absolument. J'ai envie de trouver des diapositives, des captures d'écran. Il y avait les États-Unis 2 fois, le Japon 2 fois, l'Espagne 1 fois, la France 1 fois, l'Italie 1 fois, l'Algérie 1 fois. La capture d'écran que je pouvais faire cette fois-là, OK, là. Fait qu'il y a beaucoup de citations. Et Yvan Pouliot, je pense qu'il a fait un recensement de l'impact de la revue, c'est l'escargot de Bourgogne dans la revue par rapport aux citations mondiales. Il pourra vous en parler, Yvan, là, qui est là. Tantôt, c'est intéressant parce que j'ai un article en préparation sur les Myriapodes du Québec, une clé avec l'identification et tout. Et le premier article que je cite, c'est le Provencher qui est le premier à l'avoir trouvé en 1855. Mon article commence avec le début de la littérature, c'est Provencher. J'ai été chercher les manuscrits à l'université, faire des photocopies des pages couverture parce que la revue c'est de lui. Mon article commence avec lui. C'est bon. Ça fait que moi aussi, donc, je veux la revue. Ben merci, M. Brisson, pour votre témoignage. Puis, est-ce qu'il y avait des... Là, on a pas mal dépassé, là. Je vois qu'il est 8h15 bientôt, là. Donc, je prendrais peut-être une ou deux questions, mais pas beaucoup plus, là, pour pas trop étirer le temps quand même. Alors, Camille Rousseau. On ne vous entend pas, M. Rousseau. On ne vous entend pas. Je pense qu'il faudrait ouvrir votre micro. M'entendez-vous, là? Oui, on vous entend maintenant. Alors, on ne vous entend plus. Vous avez refermé le micro. C'est ça. Camille lui en parle pas, mais son article, c'est 220 plantes au Québec introduites dans le naturaliste. C'est un article abondamment cité dans la littérature scientifique, ça. Monsieur Rousseau, on ne vous entend pas. Votre micro s'est refermé après que vous nous ayez demandé si on vous entendait. Micro, t'es cobot. Là, c'est bon. Ah, ben, elle a disparu. J'ai trouvé d'autres. Il a raccroché. Bon, écoutez. Mais Camille a publié un article il y a longtemps, là, 220 plantes au Québec introduites, qui est un essai à sa thèse de doctorat. C'est un article qui était abondamment cité. Puis je pense Camille dans le numéro du centenaire, je pense. Peut-être bien. Puis Camille Rousseau, c'est un de nos bénévoles indéfectibles qui fait la vérification des épreuves à chaque numéro sur la version papier de façon très, très minutieuse pour nous aider à éliminer toutes les petites coquilles qui peuvent rester. Bon. Ben, Effectivement, voici l'article de Camille Rousseau dans le numéro 1 du Ah ouais. Excellent. Bon, ben écoutez, je pense que ça fait le tour. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clore notre rencontre. Donc, ben, écoutez, c'était vraiment plaisant de présenter ce webinaire. J'espère que vous avez apprécié la présentation. Et puis, donc, ben, c'est ça. Je vous encourage donc surtout à partager la bonne nouvelle. Là. On se donne 2 mois de campagne. Donc, on espère, bien sûr, dépasser notre objectif de 30 000 $. On est bien parti pour pouvoir donc à la fois moderniser et pérenniser cette belle revue qu'est les naturalistes canadiens. Donc voilà, ben, merci à tous, une bonne soirée. Puis donc c'est ça, comme je le dis, il va y avoir différentes publications qui vont être mises sur les différents réseaux, là, infolettes, réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à partager puis à en parler autour de vous. Là. Alors merci. Merci à tous. Merci à tous et bonne soirée. Merci aux organisateurs. Merci beaucoup pour votre travail. Ah oui, Au revoir. Longue vie. Bon. Bonne soirée. Mon chef.